Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstitution. La défense de la nature est rentable pour les nations. Fin de citation. Alors, en tant que citoyens, nous avons le devoir de participer à cette lutte qui est d'une nécessité impérieuse et vitale. Elle est plus que vitale pour chacun d'entre nous. Alors, si nous partageons le même objectif, je vous invite, très chers téléspectateurs, à rester concentrés parce que c'est midi! C'est midi, c'est maintenant! Et avec la même bonne humeur, la même gaieté, elle est restée intacte. Hein, je retrouve mon très cher frère, confrère, Paulus Agathon. Alors, Paulus, ça va? Oui, ça va. Ça fait quand même un bon moment, hein? Oui. Un petit stage façon là, mais bon. On essaie de s'y faire. Moi également, content de vous retrouver, surtout que vous êtes toutes ravissantes dans cette belle couleur qui s'allie parfaitement à l'environnement. Tout à fait, on parle d'environnement. Le verre s'invite dans cette émission. Et voilà, merci beaucoup, merci infiniment au public de ce midi. L'Université internationale de Côte d'Ivoire est avec nous. Bah, franchement, j'avoue que je vous trouve super beau. Oui. Et puis, on a une team, et pas n'importe laquelle, c'est la team des enfants d'Ahmed Bakayoko. Des enfants aussi chocs que le père, comprenez. Merci beaucoup, public de ce midi. Le vendredi dernier, nous avons célébré la journée de l'environnement. C'était la journée mondiale de l'environnement. Et puis, il y a une quinzaine, donc du 4 au 17 juin, nous sommes dans la quinzaine de l'environnement, la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Alors, que représente un être humain sans environnement? L'environnement est tout pour nous. L'environnement, c'est le cadre et l'univers dans lequel nous sommes. Alors, nous avons un devoir. Nous en parlerons bien évidemment avec nos invités. Permettez-moi de vous les présenter. Notre invité témoin se nomme Kadjo Blaise. Il est coordinateur du Programme national des gestions des ressources naturelles au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est également biologiste et spécialiste des mammifères sauvages. Attention, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Comme le disait quelqu'un, les animaux, ça me connaît. Oui, tout à fait. Vous vous entendez très bien avec eux? Oui, nous sommes des partenaires à vie. Des partenaires? Des partenaires amis? À vie. À vie, ah d'accord. On va en savoir un peu plus dans quelques instants. Alors, notre spécialiste du jour se nomme Thié Hiro. Il est directeur de la qualité, de l'environnement, de la prévention des risques au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ingénieur en chef du génie rural, docteur en sciences et gestion de l'environnement. Eh bien, on parle d'environnement. On a le droit et le devoir de parler d'environnement. Merci infiniment, merci d'avoir accepté nos invitations. Nous essaierons tant bien que mal de vous poser quelques questions tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes habillé en une robe environnementale. Bien évidemment, il fallait que je rende un vibrant hommage à l'environnement, n'est-ce pas? Alors, pour revenir donc à notre invité témoin du jour, son amour pour la nature tire son origine depuis 1994. On y reviendra, mais écoutons déjà son histoire avec Raymond Hadji. Raymond Hadji, voilà. C'est un spécialiste de la nature et de la préservation de l'environnement qui vient introduire le grand public dans son domaine d'activité. Étudiant en biologie dès 1987, Kadjo Blaise obtient son doctorat en 2000. Ses compétences lui valent d'être recruté à l'université Félix Houphouët-Boigny en tant qu'enseignant-chercheur. 13 ans plus tard, en 2013, le ministère de l'Environnement lui fait appel. Il y est coopté en tant que coordonnateur du Programme national de gestion des ressources naturelles. Homme de terrain, constamment impliqué dans l'encadrement des travaux de recherche de ses étudiants, Kadjo Blaise partage un aperçu de son métier sur le plateau de Ce Midi.
plateau d'Ossé Midi, vous avez bien remarqué la voix de Nafi Touré et un texte écrit par Raymond Hadji. Attention! Souvenir, souvenir, avec un éminent artiste. Attention, je peux vous accompagner? Attention. Souba, je vous suis, hein. Merci beaucoup, Docteur Philo, pour ce bel hommage à ce monument. Excusez-moi, autant pour moi. Demandez pardon à Philo. Ernest DJ, ressuscité dans ce studio, grâce bien évidemment à Docteur Philo. Je ne suis pas content. Alors, je suis décédé en 1900. On est en revenant sur le plateau. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Caroline, n'ayez pas peur, venez vous asseoir. Non. Venez vous apporter la bonne nouvelle. De là où je suis, depuis le 9 juin 1983 jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas, ça ne va. Il faut que je revienne vous parler. Vous m'avez oublié, moi je ne vous ai pas oublié. Le New Entrée National. Vous êtes décédé. En 83, à Yamoussoukro, le 9 juin. Normalement, mais pourquoi cette dégradation de la nature humaine? Tellement vous avez dégradé les êtres humains, vous dégradez l'environnement. Ça fait 38 ans que je suis décédé. C'était hier normalement. Qui m'a rendu hommage? Si c'était Bob Marley, tout le monde en rouge, jaune, vert, à terre de foi. Mais moi le montrer, ça ne va pas. Et là, depuis le paradis, normalement c'était hier. J'ai cru que vous alliez vous ressaisir. Je vous ai laissé la journée d'hier, personne. Et je suis venu moi-même. C'est passé, mais il pleuvait au paradis là-bas que je suis arrivé aujourd'hui. Merci. Moi, Malé, à qui vous rendez hommage à moi, depuis 38 ans, je suis au paradis. Je ne l'ai pas encore vu. Mais je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il y a un autre endroit. Merci beaucoup. Mais nous qui sommes au paradis, rendez nos hommages, c'est important. Et la nature, il faut que je vienne vous dire, vous êtes en danger. Merci beaucoup et surtout merci pour cette coiffure environnementale. Merci Philo. Il a parfaitement raison, Ernesto Djedje. C'est un monument de la musique ivoirienne, une légende. Et il mérite qu'on lui rende hommage, il mérite que ses œuvres soient pérennisées, à l'instar bien sûr de l'artiste Bob Marley. Voilà, apprenons à respecter nos artistes, apprenons à respecter ce que nous avons de cher et surtout à le pérenniser. N'est-ce pas? C'est Vous ne direz pas le contraire, M. Kadio Blaise, justement. Tout à fait. Je pense que c'est le manque de respect de l'environnement qui nous conduit à ne pas respecter, sinon la mémoire de ceux qui ont marqué de leur empreinte l'environnement culturel. En tout cas, merci, madame, de nous recevoir sur ce plateau. Donc, au nom de monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, monsieur Jean-Luc Assis, et qui nous a mandaté pour venir parler justement de l'environnement, des menaces sur l'environnement, de ce qu'il faut faire. Et je pense que le New Entrée vient de l'au-delà. Je pense que pour vraiment nous booster, pour qu'on adopte la pensée verte, parce que, comme il a dit, notre environnement est en danger. Et vraiment, il faut que les Ivoiriens prennent à bras le corps cette problématique, qui est une problématique de survie pour notre espèce. Justement, une problématique de survie pour notre espèce. Et moi, je suis bien curieuse de savoir d'où est né votre amour pour l'environnement, parce que quand on est jeune, enfin tout jeune, on rêvait d'être médecin, pilote, enseignant, avocat.
Mais vous, vous rêvez d'être biologiste, ça arrive comment? Ben, disons que ça arrive par l'orientation après le bac. Et donc, par essence, je suis amoureux donc, des sciences biologiques. D'accord. Et donc, influencé par un parent bon, dans la nature, moi j'ai vécu avec ma grand-mère au village. Donc, certainement, ces gemmes-là sont nées de là. Hein, et donc, après mon bac, j'ai été orienté donc, à l'université de Côte d'Ivoire, qui est maintenant l'université Félix Houphouët-Boigny, en CBG, en chimie, biologie, géologie. Et donc, au cours donc, de cette formation, nous avons eu des grands maîtres. Hein, et je pense qu'ils nous ont donc inoculé le virus de l'amour de la nature. Par exemple, le professeur Jean-Louis Guédé, le professeur Ake Assi, des renommées mémoires, qui sont des savants dans le domaine de la conservation, de la protection de la nature. Et donc, je pense que ça a été pour quelque chose dans le choix de notre trajectoire. Et plus tard, donc, après mes années universitaires, et donc, j'ai été donc, recruté et enseignant et chercheur. Donc, depuis, je travaille dans ce domaine. Et pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser dans les mammifères? Voilà, parce que vous êtes aujourd'hui spécialiste des mammifères. Oui. Pourquoi cette orientation? C'est toujours l'amour de la nature qui vous y a poussé? Bon, cette orientation est venue, disons... Naturellement? Non, pas un concours de circonstances, puisque quand j'ai été recruté au laboratoire de zoologie à l'époque de l'université de Cocody, il n'y avait pas de spécialistes dans ce domaine. Et donc, on a décidé qu'on diversifie ces spécialités. Et j'ai été orienté donc, à étudier les mammifères. Donc, et ça ne vous a pas déplu? Hein? Non, après j'en ai pris goût. Et donc, depuis, j'arpente tous les milieux naturels. Je vais dans tous les pays pour étudier les mammifères. Et c'est quoi le véritable intérêt de maîtriser son environnement ou de maîtriser l'environnement en général? Oui, il a dit hein, l'environnement, c'est tout. L'environnement, c'est le milieu dans lequel on vit. L'environnement, ce sont les ressources, la biodiversité. Vous savez que s'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de vie sur Terre. Nous mangeons biodiversité, nous nous habillons biodiversité, nous nous soignons biodiversité. Donc, en quelque sorte, c'est la vie, la biodiversité. Et donc, chacun de nous devait être, disons, engagé à préserver donc, cette biodiversité et les ressources que l'environnement abrite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors Monsieur Thié, on assiste aujourd'hui, on est confronté, hein, la Côte d'Ivoire est confrontée à des problèmes environnementaux d'origine diverses. On parle de disparition du couvert forestier, d'appauvrissement de sols, de pollution, etc. etc. Selon vous, à quoi cela est dû? Merci. Je vous en prie. J'emboîte le pas à mon collègue, professeur Kadiou Blaise, pour vous remercier de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Et surtout de partager la pensée verte de Monsieur le ministre Jean-Luc Assi. Répondant donc à votre question, il faut dire que la majeure partie, je veux dire la grande partie de cette dégradation est anthropique. C'est-à-dire lié à l'homme. Ok. De tout le temps, il y a eu ce qu'on appelle les variabilités climatiques. Le climat changeait, mais c'est l'action de l'homme qui est venue accélérer ce processus-là. C'est justement de cela qu'il s'agit. Alors quand on voit la dégradation des forêts... On peut avoir des exemples la Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire avait 16 millions d'hectares de forêt lorsqu'on nous a légué ce pays à l'indépendance avec le président Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, les statistiques nous disent 3 millions, moins de 2 millions, moins de 3 millions, autour de 2 millions d'hectares, etc. Mais c'est pour dire ça fait peur, hein. Toute l'ampleur. Et parmi ces 2 millions d'hectares et 3 millions d'hectares, nous avons environ 2 millions d'hectares de parcs et réserves. Ça veut dire que le domaine rural même, il n'y a plus de forêt. Il est quasi inexistant. Il n'y a plus de forêt pratiquement. Mais ça, c'est l'action de l'homme.
nous avons, pour nous développer, nous devons utiliser donc les services écosystémiques. Quand vous dites l'action de l'homme, qu'est-ce que l'homme fait concrètement qui va à l'encontre chaque jour de la nature? Justement, j'en venais. Je dis que nous avons des besoins que nous voulons assouvir. Par exemple, pour nous vêtir, même pour écrire, ces feuilles-là proviennent des arbres qui sont dans les forêts. Il va falloir couper le bois, le transformer pour produire les feuilles. Et donc, nous utilisons alors les services écosystémiques, comme je disais, pour nos besoins, pour satisfaire nos besoins. Le problème n'est pas de ne pas satisfaire nos besoins, mais de faire en sorte que ces besoins soient satisfaits aujourd'hui et demain, en pensant donc aux générations futures. Alors, il faut prendre des dispositions pour, comme j'ai pris l'exemple de l'arbre, pourquoi ne pas avoir des plantations pour produire le papier? D'accord. Par exemple. D'accord. Peut-être un début de solution, mais avant d'en arriver là, que fait concrètement l'État ivoirien pour protéger l'environnement? Il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a le cadre. Donc, du point de vue cadre, il y a le cadre juridique, il y a le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, vous le connaissez déjà, puisque il y a le ministère de l'Environnement. Vous avez également les autres ministères, on a des structures spécialisées, comme l'Office ivoirien des parcs et réserves, etc., comme la SODEFOR et autres. Mais il y a le cadre juridique avec, comme chef de file, le Code de l'environnement, qui date déjà de 1996. Nous sommes en train de le réviser. Bientôt, il sera sur la table du gouvernement pour la suite du processus. Et donc, le Code de l'environnement et toutes les autres lois qui concourent donc à la protection de l'environnement. Nous avons également, sur le plan international, les conventions. Et la Côte d'Ivoire a ratifié ou signé environ 40 tests internationaux de protection de l'environnement. Donc ça, c'est déjà le cadre, pour fixer le cadre. Ensuite, pour accompagner donc le processus, la Côte d'Ivoire également a des politiques et des stratégies pour pouvoir protéger l'environnement. Quelles sont ces politiques-là? Voilà. Par exemple, on parle aujourd'hui, je pense que les étudiants ont entendu parler de cela, on parle de la politique cacao ami de la forêt. Parce que nous sommes un pays producteur de cacao, alors il faut accompagner donc cette production de cacao pour avoir du cacao durable. Nous avons également aujourd'hui le processus REST+, pour pouvoir restaurer les forêts qui sont dégradées. Nous avons également toutes sortes de stratégies dans tous les domaines de l'environnement que nous avons. Il y a la stratégie changement climatique pour ne serait-ce qu'agir sur les effets des changements climatiques, aller soit à la résilience ou bien à l'adaptation. J'aimerais qu'on puisse revenir sur le cacao durable, vous avez dit. Oui. En quoi est-ce qu'une production massive du cacao peut contribuer à la protection de l'environnement? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que nous sommes un pays producteur de cacao. Et pour produire le cacao, moi je suis fils de paysan, il a fallu couper donc la forêt pour planter le cacao. Pourtant, le cacaoyer, c'est un arbre. Alors aujourd'hui, comment concilier la création de plantations de cacao avec l'existence de la forêt? C'est ce qu'on appelle le cacao ami de la forêt. De telle sorte que la création de plantes de cacao, leur entretien, ne puisse pas nuire donc à la forêt, ne puisse pas conduire à la déforestation. C'est de ça qui C'est beaucoup plus clair maintenant. Voilà, merci. D'accord. Oui, allez-y. Alors, Caroline, tout à l'heure, M. Thier a fait mention de la production de papier, qui n'est pas très différent. Bon, enfin, là, on a l'alimentation pour le cacao, on va parler. Le papier, en fait, est-ce que vous êtes en train de dire, quand vous parlez de production on va dire quoi, de plantation pour papier, est-ce que vous êtes en train de dire que ceux qui font la production de papier le font illégalement? Parce que je me dis que si on le fait légalement, on va planter nous-mêmes des arbres qu'on va utiliser après pour produire ces papiers-là. Je n'ai pas dit qu'on produit le papier illégalement. Non, ce n'est pas cela. Le papier se produit normalement. Je dis que je suis fils de paysans natifs de la forêt. J'ai vu des ne vous inquiétez pas, mon grand-père et ma grand-mère également. J'ai vu des brûlés. On peut donc des billes de bois transportés au port qu'on exporte en Europe. Pour faire soit du bois d'œuvre
ou bien produire du papier. J'ai pris juste l'exemple du papier. Et je me dis qu'on peut produire ce papier autrement. Il y a plusieurs processus. On peut d'abord recycler le papier que nous avons. Tout à l'heure, Caroline a beaucoup de papiers devant elle. Moi, j'en ai quelques-uns. Vous avez beaucoup de papiers aussi. Moi, je n'en ai pas. Quand on va sortir de là, mais je suis venu juste avec 2 feuilles. Lui, par exemple, quand on va sortir de là, on va certainement les déchirer, les froisser et les jeter à la poubelle. Nous, on les conserve pour les archives. OK. Mais ce papier-là, au lieu de le jeter, je ne pense pas qu'un papier brouillon puisse être conservé pour les archives. Dans l'administration, nous produisons beaucoup de papier. C'est même du papier qui est produit. Parce qu'il faut faire des courriers, etc. À la fin, lorsque vous soumettez un courrier à votre supérieur hiérarchique et qu'il y a une virgule à changer, la feuille devient caduque. Qu'est-ce qu'on en fait? On la jette dans la poubelle. On peut pourtant utiliser ce papier-là autrement. Le garder pour des prises de notes, pour autre chose. Mais également, le céder à des recycleurs pour pouvoir produire encore du papier à partir du papier qu'on a déjà utilisé. Vous en connaissez les recycleurs dans ce domaine-là? Oui, il y a des recycleurs dans ce domaine. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Thier, juste avant de répondre à la question de Caroline, vous avez manifesté une petite hésitation. Ce qui veut dire que il y a eu quelques secondes avant que vous ne donniez votre réponse. Le recyclage, hein? Oui. Non, en fait, je ne voulais pas faire de publicité. C'est pourquoi je me suis rappelé que je suis en direct sur la chaîne de la télévision. D'accord. Et citer un recycleur allait faire de la publicité. D'accord. C'est pourquoi j'ai freiné mon élan. J'aimerais bien rassurer M. Thier. Vous savez, on est du même côté. Hein. Ouais. Non, je vous en prie. Voilà. Si, donc, je sais. voilà. Non, je le sais. On est du même côté. C'est vrai que c'est un peu stressant à être à la télé, tout cela, mais on est vraiment du même côté. Non, c'est bien. Alors, M. Kadjo Blaise voudrait rajouter quelque chose? Oui, disons, le débat est très intéressant. Ouais. Et vous voyez, vous avez des papiers, moi, j'en ai pas. D'accord. Et donc, il faut aller vers une vie sans papier. Il faut aller vers une vie sans papier. Voilà. Et justement, le papier, c'est les forêts qu'on détruit. C'est cela. Et bien heureusement, aujourd'hui, on a l'économie circulaire, donc la transformation des déchets, c'est un véritable atout pour nos pays. Et donc, au sein de notre ministère, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous avons un programme qui est, disons, dédié à cela, le programme de gestion des déchets, qui, par exemple, il faut recycler les pneus usagés, les batteries des téléphones, et tout ça. C'est vraiment, ça va réduire l'impact du prélèvement sur les ressources naturelles. Donc ça, c'est une voie qu'il faut vraiment développer dans nos pays. Et je pense qu'au sein du ministère, on est en train de travailler dessus. D'accord. Justement, ma question allait s'orienter vers cela parce que ailleurs, dans d'autres pays, les pays plus développés, on trouverait par exemple différents types de poubelles, donc des poubelles vertes, des poubelles, je crois, bleues aussi, voilà, en fonction du type de déchets. Mais ici, on n'a pas cette politique. Donc, comment parler de recyclage si les populations, les moyens ne sont pas donnés aux populations pour faire ce recyclage-là? Oui, bon, je pense que c'est vraiment des actions qui sont en train de venir. Hein. Donc, nous ne sommes pas très avancés. C'est progressivement. Table, ça? Oui, aujourd'hui, par exemple, vous savez que nous avons un gros souci avec les déchets plastiques. Aujourd'hui, il y a des artisans qui recyclent cela, qui font des pavés, qui font des outils avec. Vous voyez? Peut-être qu'il faut passer à échelle. Au niveau des déchets plastiques, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on avait, à un moment donné, l'État avait procédé à l'interdiction des plastiques dans les grandes surfaces et dans les marchés, etc. etc. Est-ce que la question est toujours d'actualité ou on a fait un... Le directeur de la politique peut-être peut intervenir? Oui, mais c'est un décret que l'État a pris. Est-ce qu'il a été respecté? Ce décret n'a pas encore été abrogé. Est-ce qu'il est respecté? Moi, je constate autour de moi, très souvent, dans les boulangeries, dans les pharmacies, même dans les grandes surfaces, on vous propose aujourd'hui un sac réutilisable en lieu et place du sachet plastique qu'on vous aurait donné. C'est vrai que là, c'est dans les grandes surfaces, mais toujours dans le quotidien de nos ménages. J'ai dit, le grand public n'a pas encore suivi. Vous savez, l'être humain est le plus réfractaire au changement.
parmi tous les êtres qui sont sur la Terre, l'être humain est réfractaire au changement. C'est-à-dire que nous n'avons pas changé ce que nous faisons. Nos habitudes, on les change difficilement. Elles ont la carapace très dure. Mais c'est tellement évident ce que vous êtes en train de dire. Mais justement, pour produire le changement, il faut une bonne période de sensibilisation. Est-ce que vous vous donnez le temps de sensibiliser suffisamment? Parce qu'on ne vous entend pratiquement... Enfin, je dirais pas, parce que je sais qu'il y a des actions qui sont menées, mais est-ce que ces actions-là sont suffisantes pour que cela produise des changements de comportement chez les populations? Caroline, moi, je parlerais même de sensibilisation et de répression en plus. Justement, voilà. Parce qu'avant la répression, il y a la phase de sensibilisation. Heureusement que vous avez supprimé le pas. Parce que nous travaillons non, je ne pourrais jamais dire le pas quand... Merci. Nous travaillons à cela. Nous sommes dans cette période qu'on appelle la quinzaine de l'environnement. C'est une période dédiée à la sensibilisation, pour attirer l'attention des livrains lambda sur les bienfaits de l'environnement et sur comment protéger son environnement. Et nous n'hésitons pas à aller partout sur le territoire ivoirien. Hier, nous étions à Jacquesville, à Aouya, pour parler donc de la journée mondiale de la biodiversité des océans. Donc, pour montrer aux populations l'intérêt de l'océan. Est-ce que vous savez que l'océan régule le climat? Donc, tout ça, tout le monde ne le sait pas. Et donc, comment vivre en harmonie avec nos océans, puisque les océans nous donnent de quoi vivre. Pour nous, un pays côtier comme la Côte d'Ivoire, en dehors des infrastructures portuaires, du transport et autres, nous avons les ressources halieutiques. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je peux dire le premier producteur de thon dans le monde. Mais le thon provient de la mer. Et donc, comment faire en sorte que ces ressources-là soient d'abord connues et également utilisées durablement, qui sont des éléments de sensibilisation pour lesquels nous allons vers... Et justement, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ces éléments de sensibilisation, étant donné que C'est Midi, c'est une émission à forte audience. Oui. Ce serait peut-être l'occasion pour nous de toucher des foyers aujourd'hui pour protéger notre environnement. Que devons-nous faire au quotidien? Voilà. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons déjà produit ce qu'on appelle une charte des éco-gestes. C'est des gestes simples qu'on peut mener au quotidien. D'accord. Je donne juste un exemple. Je voudrais peut-être demander à un étudiant comment il se brosse, il se lave les dents les matins. Comment lavez-vous les dents le matin? Décrivez-moi juste le processus. Non, qui veut répondre? Qui s'est brossé ce matin? J'adore. Il dit qui s'est brossé ce matin. Ce matin. Il peut nous décrire cela. Allez-y. Allez-y. Rapidement. Présentez-vous rapidement. Je m'appelle Tchabaté Moustapha. D'accord. Je suis de l'Université internationale de Côte d'Ivoire. Ok. Tout d'abord, moi ça me brosser. Je prends une brosse à dents d'abord. Le micro. Il faut rapprocher le micro. Rapprocher le micro. Je mets une brosse à dents. Je prends une brosse à dents. D'accord. Je mets la pâte sans mettre de l'eau. C'est une brosse ordinaire ou électrique? Non, pas électrique. D'accord. Ordinaire. Voilà. Donc je commence à me brosser. Ok. Les mouvements. Bon, je vais de là. Oui, allez-y. De la gauche. De la gauche. Ensuite. De la gauche vers la droite. Maintenant, du bas vers le haut. Et puis, elle est les côtés des gencives. C'est les bons gestes, oui. Oui, les gencives, quoi. Et puis après, j'essaie de frotter la langue. Oui. Après? Et après, je rince. Maintenant, une fois que j'ai fini de rincer ma bouche, je prends la brosse. En fait il est tellement à fond là-dedans parce que lui, il se voit déjà en train de se brosser les dents. Il n'a plus à faire au micro, non. Il visualise en même temps. Ouais, voilà, effectivement. Ouais. Bon, quand j'ai fini ça, bon, il me rince d'abord la bouche. D'accord. Il rince la brosse à dents. Et puis je rebrosse encore. Là, surtout la langue. Surtout la langue. Oui, ça devient fort. Oh, c'est un gars qui se brosse bien. Okay. Merci. Caroline, en fait, j'ai posé la question parce que quand on se brosse, on doit se laver les dents. Il y a 3 éléments. Il y a certainement la brosse, il y a la pâte dentifrice, mais il y a l'eau. Alors, comment cette eau-là est utilisée? Très souvent, nous ouvrons le robinet
Et puis, on se met à se brosser les dents. Pendant tout le processus, l'eau continue à couler. Alors, l'eau qui coule là, c'est pourquoi? Oui, du gaspillage. C'est à quelle fin? L'eau est une ressource commune. C'est-à-dire, Dieu nous a donné l'eau pour vous et pour moi. Je n'ai pas le droit d'épuiser plus que vous. Donc, chacun doit utiliser l'eau pour ses besoins, tout simplement, pas au-delà. Alors, quand vous prenez l'eau potable, l'eau qu'on a traitée, et que vous utilisez pour arroser des surfaces de gazon, c'est du gâchis. C'est une perte de ressources. Vous voyez? Donc, ça sont des messages de sensibilisation que nous avons. Il n'y a plus le cas quotidien parce qu'on se brosse les dents tous les matins. Et lorsque vous... Donc, juste vous brossez les dents, c'est quand vous voulez vous rincer la bouche que vous devez ouvrir le robinet, vous prélevez le peu dont vous avez besoin, ou bien vous utilisez un verre pour lever le peu dont vous avez besoin, vous rincez les dents et ça s'arrête là. D'accord. C'est la même chose pour se laver les mains. Et il n'y a pas que ça, il y a tellement de gestes. Un geste. L'autre geste, aujourd'hui, vous avez les smartphones. Non, juste un... Non, ne vous inquiétez pas. Les smartphones. Nous avons tous des téléphones portables. Qui n'a pas de téléphone portable dans cette salle? Qui en a 3? Ah voilà. Maintenant qu'il y en a 2, 3, 4, 5. Mais comme notre chargeur, il est où? Il est tout le temps branché sur la prise. Alors que les appareils électroniques, quand ils sont branchés, quand ils sont en mode veille, ils consomment 75% de leur consommation normale. Donc vous gaspillez de l'énergie. L'énergie aussi, c'est une ressource à nous tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le rationnement. Quand on donne un peu à Caroline, moi, je n'en ai pas, j'attends un peu à mon tour, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'il n'en a pas suffisamment. Vous voulez parler des coupures intempestives d'électricité? Non, je veux dire que si l'électricité... Non, mais enfin... Je veux dire... Non, mais non, moi, je ne suis pas en train d'accuser, bien au contraire. Caroline, je ne parle pas de coupures intempestives. Ce sont mes partenaires, mais je veux dire que si vous dites concrètement... aux téléspectateurs que les actes que vous posez là, c'est ce qui aujourd'hui est à la base de ces coupures, parce que vous n'arrivez pas à économiser l'énergie, ils vont peut-être changer. Ce que je vais dire aux téléspectateurs, c'est que... On ne bavade pas en classe. L'énergie, tout comme l'eau, doit être utilisée de manière rationnelle. Merci infiniment. Pas de gâchis. Ce n'est pas encore terminé, le gaspillage. On va l'éviter, mais on part pour la pub. Et puis, on se retrouve juste après. J'espère que vous passez un bon moment sur notre chaîne, sur la chaîne nationale ivoirienne RTI1. Eh bien, nous parlions juste avant la pub de l'environnement et nous recevons M. Thié Hiro, directeur de la qualité de l'environnement, de la prévention des risques au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et bien évidemment, notre invité témoin, M. Kadjo Blaise, coordinateur du programme national de gestion des ressources naturelles au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, il est, lui, amoureux de l'environnement depuis sa tendre enfance. Eh bien, j'aimerais bien savoir, depuis que vous travaillez dans le domaine, depuis que vous êtes ami aux animaux, qu'est-ce que cela a véritablement changé dans votre vie? Merci bien. Je pense que, comme vous l'avez signifié, hein, cet amour-là date de longtemps. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi, je me sens plus à l'aise dans les parcs nationaux, dans les réserves. Mieux que chez vous? Bon, oui, plus ou moins, mais j'adore. J'adore me retrouver dans la nature et je prends comme excuse ma fonction parce que je suis chercheur. D'accord. Donc, je suis pratiquement tous les mois en forêt avec mes étudiants. D'accord. Avec ma tante, avec les étudiants pour camper parce que, justement, comme je l'ai dit, il faut préparer les générations futures. Il faut commencer à former ceux-là qui vont prendre la relève demain. Et justement, au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous avons une direction qui est dédiée à cela, l'éducation environnementale, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Commencer à former les jeunes, les enfants, dans les écoles, pour leur donner cette pensée verte, pour en faire des éco-citoyens. Je pense que c'est un pari qu'il faut prendre parce que c'est ceux-là qui vont peut-être, disons, changer la façon de nos rapports avec la nature. Si notre génération peut-être est perdue parce qu'on n'a pas pu prendre le train en marche, mais je pense que cette génération qui est en train de venir, il faut la préparer pour vraiment
qu'elles puissent avoir donc c'est à nous de leur montrer, oui, absolument, de leur montrer les avantages parce que oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Comme la thématique de cette année, la santé de la nature, c'est notre santé. Absolument. Je suppose que vous qui êtes habitués à la nature, qui êtes très souvent dans les parcs nationaux, vous avez une très bonne santé. Vous touchez d'une bonne santé, vous pouvez le confirmer. C'est très important parce que c'est du sport. Madame vous regarde. Hein. Oui, oui, il n'y a pas de problème. et donc, et comme je le disais, c'est des séquences régulières que je prends pour, disons, aller me dégraisser. D'accord. Perdre la graisse parce que je viens du Monemba. Et chaque jour, je parcourais 15 km avec mes étudiants. OK. Et ici à Abidjan, vous allez souvent dans la forêt du Banco? Oui, dans la forêt du Banco, où c'est pratiquement un laboratoire naturel où je vais avec tous les étudiants pour des enseignements, pour des stages, etc. Et je pense que les Ivoiriens gagneraient à disons, aller au Banco, à la réserve, parce que ça ressource. Ça ressource. Ça ressource. Ça, c'est important de tout à fait. Et je pense parce que la vie est tellement stressante. Absolument, absolument. Et je pense que, comme je le disais, Abidjan est une ville formidable. On a tellement d'espaces naturels, on a tellement de milieux, d'endroits où on peut aller se divertir sainement, surtout pour les jeunes. Allez-y faire du sport au Banco, les week-ends, ça va vous aider. Alors, les jeunes, c'est vrai que vous êtes souvent dans les maquis. Voilà. Aller au restaurant, aller regarder du théâtre, mais aller aussi dans la forêt du Banco. Il y a la sécurité là-bas, il paraît. Non, ne vous inquiétez pas, parce que c'est cela, c'est une méconnaissance. Donc, voilà. Aller au jardin botanique. Oui, c'est des idées reçues. C'est des idées reçues. Il n'y a pas de bandits au Banco, au parc national du Banco. C'est faux, archi faux. Puisque tous les week-ends, des milliers de personnes vont faire les footings, vont travailler, etc. Donc, c'est un lieu sûr. Peut-être que, comme je le disais, il faut faire de la promotion avec, je pense que nos collègues de l'OIPR sont en action. Pour vous rassurer, il faut dire que l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui gère donc la forêt du Banco, est un organisme paramilitaire. D'accord. Nous avons les agents des eaux et forêts, vous les connaissez. Et ils ont des patrouilles régulières dans la forêt du Banco. Même l'armée ivoirienne, selon le dit du DG de l'UPR la dernière fois, fait des patrouilles dans la forêt du Banco pour, pas parce qu'ils veulent faire forcément des patrouilles, mais pour leurs exercices qu'on appelle ça, réguliers, ils sont dans la forêt du Banco. Donc, nous y étions la dernière fois, le 4 juin, on était dans la forêt du Banco. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'endroit plus agréable à Abidjan que la forêt du Banco. Alors, on vient de nous annoncer sur ce plateau que la forêt du Banco est le meilleur endroit et le plus doux à Abidjan. Enfin, on va y faire un tour et voir ce que ça va produire. Sur ce, nous allons retrouver Paulus Agathon dans la chronique du jeudi. Bah, il n'y a pas de jingle, on y va direct, quoi. D'accord. Alors, Caroline, chers téléspectateurs, il faut dire que ces dernières années, la planète ne cesse de tendre vers une catastrophe écologique. Et en cause, on a la surexploitation de ses ressources, l'extinction d'espèces, la destruction des forêts. Et selon un rapport de la World Wide Foundation, en 30 ans, on a consommé environ 30% des ressources naturelles de la planète. Et la dégradation des terres est si grave qu'elle affecte déjà 40% de la population mondiale et pourrait provoquer la migration de 50 à 700 millions de personnes d'ici 2050. C'est énorme. Les chercheurs soulignent également que la dégradation des sols, pourtant source de notre subsistance, accroît aussi les risques de guerre. Et il faut dire que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, 95% de notre nourriture provient directement ou indirectement de la terre. Donc la qualité des sols a un impact sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que le changement climatique est responsable d'au moins 150 000 décès par an. Des chiffres qui devraient doubler
d'ici à 2030 si rien n'est fait. Et parmi les conséquences graves dues au réchauffement climatique, on peut citer de nombreuses maladies. Mais ce n'est pas que les maladies, puisqu'on a également de graves conséquences sur la santé humaine. Le réchauffement climatique peut notamment entraîner une élévation du niveau des océans, menaçant ainsi les zones côtières et provoquant des modifications des précipitations, donc de la pluie, augmentant les risques de sécheresse et d'inondation, constituant ainsi une menace pour la biodiversité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible d'agir, à condition de prendre d'urgence des mesures ambitieuses, ce qui, en plus d'améliorer les conditions de vie de dizaines de millions de personnes, sera aussi bon pour l'économie. Donc, mesdames et messieurs, pensons à préserver notre environnement, parce que la santé de la nature, c'est notre santé. Merci infiniment. Très belle chute, Paulus Agathon. Il faut limiter l'usage de la climatisation, enfin, pendant l'été, ça c'est en Europe, éteindre complètement les appareils électriques, il nous l'a dit, débrancher les chargeurs lorsqu'ils ne servent pas, éteindre la lumière en sortant d'une pièce, privilégier les ampoules LED, faire la lessive à basse température, dégivrer régulièrement son réfrigérateur et congélateur, éviter de laisser les papiers, de jeter les papiers partout dans la rue, et puis bien traiter aussi les déchets à la maison. Voilà. Il y a tellement de gestes à suivre pour préserver l'environnement. Oui. Et aussi, nous avons la possibilité, en tant qu'individu lambda, de planter des arbres. Ça, il faut que ça devienne culturel. Vous ne me direz pas le contraire. Absolument. Je pense que, comme vous l'avez dit, hein, c'est vraiment... nous sommes heureux que les étudiants soient là aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand, en 88, je venais à l'université, nous avons fait des plantings d'arbres et aujourd'hui, ces arbres-là sont, disons, utilisés comme zone de refuge, d'études des étudiants. Et il faut continuer. Aujourd'hui, je pense que cette génération n'est pas la même que la nôtre. Mais il faut que les jeunes s'engagent. Monsieur Kajou Blaise, sincèrement, je n'aimerais pas vous contredire, mais je pense que nous avons... Le problème, ce n'est pas la jeunesse. C'est-à-dire, à tous les niveaux, nous avons un véritable problème de transmission. Absolument. C'est-à-dire que si nous arrivons à éduquer notre jeunesse, à leur transmettre les valeurs qu'il faut, au moment où il faut, cela va devenir culturel. Oui. Mais nous ne le faisons pas, nous sommes passés à autre chose. Nous avons trop plongé nos regards dans la politique et nous avons abandonné l'essentiel. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui. Il faut revenir aux fondamentaux. Voilà, donc enseignons les bonnes valeurs à notre jeunesse et nous en serons fiers forcément dans quelques années. Tout à fait. Je pense que, comme vous le dites, c'est cela. Et donc ces occasions-là sont faites pour justement... informer, sensibiliser, etc. Par exemple, les éco-gestes, dans les cités universitaires, l'eau qui coule dans les toilettes, tout ça, il faut qu'ils sachent. Il faut aller vers eux pour leur dire ce que la Côte d'Ivoire perd dans ces gaspillages, c'est des milliards par an. Hein? Et donc, ces milliards perdus, on aurait pu construire des amphithéâtres pour eux. Donc, vraiment, il faut qu'on continue de sensibiliser, d'éduquer, disons, à tous les niveaux, depuis la maternelle jusque dans les universités, et voilà, pour arriver à des solutions. Merci beaucoup. Alors, Philo, je constate que vous n'avez pas de piqûre. Non, pas de piqûre aujourd'hui. Vous avez une piqûre? Oui. D'accord. On retrouve tout de suite Dr Philo avec sa piqûre. La piqûre de Dr Philo. La piqûre de Ernesto Djedje, parce que si je suis là que je ne parle pas, j'ai comme l'impression que... Au fait, moi, je suis décédé, ça fait 38 ans. Donc, quand vous parlez, moi, je ne me retrouve pas. Donc, je ne peux pas parler dans votre monde d'aujourd'hui. Mais j'observe. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un problème de sensibilisation. Il y a un problème. D'abord, je vois sur les t-shirts, en bac. Alors, il m'a donné un message. Il est au paradis, il dit qu'il vous aime. Alors, il faut qu'on dise la vérité aux gens, il faut qu'on soit sincère. La base, c'est-à-dire, il y a bien un problème de sensibilisation. Vous avez parlé de reboisement, ça c'est l'élément, je vais dire quoi, c'est l'action primaire, le reboisement. Absolument. Ils vont s'élever, les grands types, excusez-moi, certaines autorités vont venir organiser des cérémonies en plein cocody, et puis prendre une fleur plantée pour dire, plantons les arbres. Allons-y au village. Moi, Ernesto Djedje, avant, moi, je faisais des répétitions dans la forêt. Et puis quand je venais, au Baromba, au Bar Éclat, je faisais mon spectacle. Il faut que le gouvernement sensibilise. Allez-y au village. Les villageois ne demandent rien, ils demandent le peu, le minimum.
Vous donnez 1000 francs à un villageois, vous lui dites de planter 19 arbres, il va planter 19 arbres. Il faut qu'on arrête. Nous, de l'autre côté, on vous observe, on vous regarde. Moi, je vais répartir tout à l'heure, on vous regarde. Vous vous regarde. Il faut que... Philo, oui. Vous retournez où? D'où je... Il faut sensibiliser, il faut aller vers il faut mener des actions en zone rurale. Ça serait des discours. Vous parlez de 16 millions de forêts en 1960, 16 millions d'hectares. Et puis vous dites 3 millions d'hectares. Mais attention, merci. Le mal est profond. Merci. Allez-y au village, arrêtez de planter les arbres à crocodile dans les cérémonies. Non. Claire. Je ne vis pas avec vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Docteur Philo. Alors, vous les saluez là-bas pour nous. Hein. Merci, Docteur Philo. Alors, bien mieux. Votre monde là est gâté. 52 minutes, ça passe tellement vite, messieurs Thier Hiro et monsieur Kadio. Voilà. Ça passe vite. On a terminé. Alors, juste une phrase forte que les téléspectateurs retiendront. Bon, disons que je pense que Philo retourne au paradis. Bon, je voudrais le rassurer. Ouais. Ce n'est pas seulement à Abidjan qu'on plante des fleurs. Nous, on fait des plantings. Par exemple, dans la zone côtière, aujourd'hui, avec les changements climatiques, c'est une zone qui est menacée de disparition. C'est cela. Parce que les mangroves ont été détruites. Et donc, on a sensibilisé les populations à l'effet de préserver ces mangroves. Et on fait même du replanting des mangroves. Parce que c'est cela qui va atténuer les effets du changement climatique. Et donc, on va en campagne aussi pour faire des plantings. Ce n'est pas seulement à Abidjan. Abidjan, c'est certainement des cérémonies officielles. Mais, comme on le dit, la Côte d'Ivoire, le reboisement, le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts, puisque c'est une question transversale, sont à l'heure pour, disons, reconstruire le couvert forestier, reverdir la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Monsieur Thier, vous voulez ajouter quelque chose rapidement par rapport au programme, justement juste 30 secondes pour dire que, comme il parlait de planting, déjà, je vous invite à la Journée internationale de la biodiversité le vendredi 11 juin, qui est donc l'activité prochaine. Et à Dahlia Fleur. Qu'est-ce qu'il va s'y faire? À Dahlia Fleur. D'accord. Cela vous permet de découvrir ce parc, cette réserve qui est en pleine ville, en pleine ville d'Abidjan. D'accord. Mais comme disait Philo, contrairement à ce que Philo dit, mais on plante là où il n'y en a pas. Je ne peux pas aller faire du reboisement en pleine forêt du Banco. Donc, faire la sensibilisation en ville pour demander aux gens de planter des arbres, c'est normal parce que toutes nos artères, nos rues, s'il n'y a pas d'arbres, d'abord, il y a le problème d'ombrage, mais également, nous allons mal respirer en ville. C'est clair. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait du reboisement en ville. Maintenant, je continue donc avec le programme. Il y a également les journées scientifiques, les portes ouvertes du ministère de l'Environnement à la Bibliothèque nationale le 14 et le 15 juin. Je vous invite tous également. Et vous avez parlé aussi d'une pièce de théâtre? Oui, la pièce de théâtre, c'est cet après-midi à 15 h. Donc, à l'INSAC. C'est un spectacle de théâtre noir avec le groupe A Magica. D'accord. Donc à l'INSAC ce soir, cet après-midi à 15 h. À 15 h. À 15 h cet après-midi. Voilà. Alors nous invitons donc les amoureux du théâtre à s'y rendre. Mais également, c'est pour sensibiliser tout un chacun donc à la chose environnementale. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Excusez-moi, il y a juste un dernier point, madame. La journée mondiale de la lutte contre la désertification, puisqu'on parlait de planting à Bangourou, où le ministre de l'Environnement sera le 17 juin. Le 17 juin, c'est très bien noté. Merci infiniment, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également au public, à l'Université internationale de Côte d'Ivoire, la team des enfants d'Ahmed Bakayoko également. L'émission est terminée. La santé de la nature, c'est notre santé, il ne faut pas l'oublier. Adoptons donc des gestes sains, des gestes qui vont protéger l'environnement. C'est sûr que si nous y mettons tous, on ne parlerait plus de réchauffement climatique et certainement qu'on aura toujours la lumière et l'eau à la maison. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. On se retrouve demain pour d'autres moments de bonheur. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.